Parfois, on peut se dire, bon, rechercher les personnes, d'accord, mais dans quel but? Pour pouvoir résoudre l'énigme, cette énigme qui consiste à retrouver les héritiers de la famille. On va la faire, non? Waouh. Sachez que votre père était le seul garçon de la famille. Ah bon? Oui, il y avait 3 filles. Love is just a word. Celle-ci, elle vaut le coup, hein. You took me and mine. Hop, le tableau généalogique. Chaque homme a une histoire exceptionnelle au fond de lui, un parcours, des anecdotes. C'est émouvant. Sa mère l'aurait abandonné. Chaque famille a son secret. S'il y a un testament, c'est forcément là. Ah, je l'ai. C'est une vraie enquête de police. La destination est sur votre gauche. C'est une aventure qui ne s'arrête jamais. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il se souvient quand elle est partie en France? Et puis, il faut être pugnace. Je l'ai trouvé. Ah, super. Au final, la vie de quelqu'un va changer. Extraordinaire comme phrase. Les biens peuvent représenter plus d'1 million. Je n'y crois pas. J'ai une petite retraite, c'est certain que pour moi, c'est une somme très importante. La vie te réserve parfois ce genre de choses, même si c'est dans la douleur. Bravo pour votre travail. Chapeau. C'est beaucoup plus qu'un héritage qu'on transmet. Bon, venez, je vais vous montrer. C'est une histoire, c'est une famille, Quand je te regarde, je revois papa. Ah oui? c'est des émotions. Voilà. Et nous, on est des passeurs d'émotions. Voilà. On a tout le temps qu'il faut. D'accord. Marseille. La vie de quelqu'un va changer. C'est extraordinaire comme phrase. La vie de quelqu'un va changer. C'est un luxe incroyable dans ce métier de pouvoir se dire finalement, quand j'ai terminé mon travail, j'ai pu peut-être changer le cours d'une vie. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut se dire ça. Je m'appelle Pascal Casil, j'ai 48 ans, je suis généalogiste depuis 23 ans. Une personne vient de décéder toute seule à la maison de retraite. Elle n'a pas fait de testament. Il n'y a pas de frères et sœurs, ni de neveux et nièces. Donc on va aller chercher des cousins on retrouve 2 héritiers qui vont finalement se partager, moitié chacun, la succession. J'ai rendez-vous avec un des 2 héritiers que l'on a retrouvé pour lui révéler l'origine de la succession, donc lui dire de qui il va hériter. Avant de rencontrer un héritier, on se sent toujours... c'est plusieurs sentiments mêlés. On est à la fois impatient, on est curieux, on est inquiet forcément aussi parce que donc voilà, on ne s'est jamais rencontrés, c'est la première fois qu'on va faire connaissance. Et bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté, mon Je suis ravi de vous rencontrer. Ben voilà, ben écoutez, je vous en prie. Très bien, je vous remercie. Entrez, on va monter. Je vous en prie, asseyez-vous, remettez-vous. Louis vit depuis toujours à Aubagne. Il fait meilleur chez vous hein, que Oui, dehors. oui. Ça a dû vous intriguer quand on vous a contacté. Oui, parce que... C'est pas courant. Figurez-vous que je connais personne de ma famille. Du côté de mon père... On va en parler un petit peu, puis je vais parler de cette personne. Oui. De cette cousine, puisqu'en fait c'est une dame. C'est une dame, une cousine. C'est une dame, oui. Vous allez voir le lien avec la personne décédée, Michel, parce qu'en fait c'est son prénom. Hein, donc la cousine. Le lien entre vous et Michel, et la défunte, il est là. Donc vous êtes ici. Voilà, vous êtes ici. Donc vous voyez votre père qui est ici. Paul. Oui, Paul. Hein, voilà, Paul, il est issu du couple entre Gabriel et Marie-Félicie. Oui. Et Marie-Félicie, en fait, donc votre grand-mère paternelle, elle avait donc une sœur, Marie-Virginie. D'accord. Et cette Marie-Virginie a eu un fils qui lui-même a eu une fille. Une fille. Voilà, qui est ici, Michel. Donc le lien de parenté, c'est le 6e degré. D'accord. Et vous avez remonté tout ça. Exactement. J'aurais jamais imaginé même... Et alors ce qui est fou, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est que, en fait, cette cousine au 6e degré, elle est décédée pas très loin d'ici. Elle est décédée à Aubagne. Pas possible. Ah bon? À la maison de retraite. À Aubagne. Oui.
Oui, comme quoi la famille, elle était... J'ai 78 ans. Vu mon parcours, c'est quand même surprenant. D'un coup, qu'on me dise, vous allez hériter de quelque chose de la famille, quoi. Et donc, elle n'avait plus personne. Plus personne. C'est pour Et ça c'est qu'on a dommage été mandaté. que je ne l'ai pas connue ni rien, parce que je veux dire, en tant que personne, je pourrais la voir. Oui, humainement, voilà. Parce que vous aviez une cousine voilà, et que j'ignorais que totalement. vous ne connaissez pas, et inversement. C'est bizarre, c'est vraiment... bon. Dommage, j'aurais bien aimé aller la voir. Ce qui le touche énormément, c'est finalement la proximité avec la personne décédée, avec cette cousine. Parce qu'il s'aperçoit qu'elle est décédée dans la même commune que celle où il est domicilié, alors qu'ils ne se connaissaient pas. Notre vie a été bouleversée, aussi bien pour elle que pour moi, par cette séparation. On a été séparés. Je le laisse parler, en fait, au cours du rendez-vous. C'est lui qui va m'expliquer pourquoi c'est particulier pour lui d'hériter de quelqu'un, parce que lui-même a eu une vie familiale pour le moins compliquée. Ça vous fait quoi Eh bien, écoutez, dans ma vie, je vais vous expliquer en quelques mots. J'ai été élevé par mes parents. Ma mère m'a abandonné, j'avais 5 ans. C'est mon père qui m'a élevé. Il était grand mutilé de guerre de 14-18. Il faisait partie des gueules cassées. Et j'ai eu une vie abominable parce que c'est un homme qui n'a pas évolué, qui est resté avant 14 dans sa tête. Et ça a été très très dur pour moi jusqu'à 16 ans. Et à 16 ans, je me suis trouvé à la rue tout seul. Et j'ai galéré, j'ai connu la faim, le froid, le manque d'affection, la faim. Ouais, j'étais tout seul, j'ai beaucoup galéré. Et je me suis construit tout seul comme ça. Et donc, ce qui concernait ma famille, j'avais pas grand-chose à me mettre sous la dent. Alors j'ai récupéré par-ci, par-là un peu quelques... Quand il parle de famille, pour lui, le mot famille, c'est pas un mot neutre. Et c'est pas forcément un mot positif pour lui, dans sa propre histoire. Pour moi, c'est un peu un retour en arrière, quoi, puisqu'on parle de ma famille que j'ai pas connue, de cette personne que j'ignorais totalement l'existence. J'ignore si elle a été heureuse, si elle a été malheureuse, si elle a eu, comme tout le monde, des échecs dans sa vie, des regrets. Je ne sais pas de cette personne. Et puis, elle, sans le savoir, elle me laisse de l'argent, un petit peu. J'ignore combien, je m'en fous. Mais ça me... Je sais pas, ça me fait quelque chose. Voilà. Donc voilà, la procuration, vous voyez, c'est celle-ci. Voilà. Je vais vous demander donc de bien vouloir nous la régulariser. Donc il faut marquer vos initiales ici, vos initiales là, votre signature précédée de la mention bon pour pouvoir. Ça, c'est mes initiales, DL. Alors, la même chose ici, DL. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Ah, c'est tout? C'est tout. Moi, avec cette procuration, donc on va récupérer celle également de votre sœur. Dès qu'on a celle de votre sœur, mon dossier sera complet. Je déposerai chez le notaire. Merci. Voilà. Je vous accompagne. Merci. Allez, je vous précède. Et voilà. Je pense que Louis, quand il va prendre le montant de la succession, il va être surpris, il va être perturbé. Parce que c'est quelqu'un qui vit très modestement. Pour moi, c'est important de me dire, finalement, on peut être peut-être le déclencheur de quelque chose. Quand on aura terminé ce dossier, on aura fait tout un travail technique, professionnel, mais il va lui rester une somme d'argent. Il va recevoir une somme d'argent de chez nous. Ça va forcément changer le cours de sa vie. Maîtriser le temps. Pour les chasseurs d'héritiers, chaque dossier est une course contre la montre. Les heures et les kilomètres s'accumulent, il faut trouver l'héritier au plus vite. Et parfois, les indices pour mener l'enquête sont minces. Je pars à Tiercé, petite commune à 25 km d'Angers. C'est là qu'habitait notre défunt et sa femme. C'est la première fois qu'on va pousser la porte du domicile. On sait qu'on arrive chez un couple de personnes âgées. Donc on peut s'attendre à trouver des souvenirs qui ont jonché toute leur vie. Je m'appelle Damien. Ça fait 17 ans que je fais le métier de généalogiste.
Damien, bonjour. Voilà. Vous allez bien? Très bien, vous aussi. Bon, écoutez, j'ai les clés. Damien a rendez-vous avec Maître Grasto, le notaire de la succession. Oui, c'est bon. On est parti? Je suis un petit peu impatient. J'avais déjà quelques notions de qui était ce monsieur par rapport à son parcours que j'avais déjà découvert. Mais chaque inventaire a ses surprises. Bon, celle-ci a été plutôt désagréable. Allez, alors. On est parti. Se mettre l'appartement, je connais pas, je pense que vous allez vous la cerner. Un commissaire-priseur et son adjoint les accompagnent. Ah, ça sent un petit peu mauvais à l'intérieur. Ah, d'accord. Bon. Il y a une canalisation qui a explosé, là. Ouais, on a une canalisation. Bon. Ah, c'est une odeur. Oh, je vais ouvrir les fenêtres. Ouais, ok. Allez-y, Damien, je vous laisse faire. Aïe. C'est horrible, l'odeur. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une canalisation qui a éclaté. Oui, mais c'est une canalisation spéciale. Ah oui, oui, je mets. D'où l'odeur. Ouais, d'où l'odeur. Il y a une odeur nauséabonde qui nous envahit. Les égouts se sont déversés. Il y en a partout, il y en a 2 cm dans tout l'appartement. Donc ça ne facilitait pas les choses pour procéder à l'inventaire. On va mettre mobilier, 2 salles à manger, en merisier, style Louis XV, rustique moderne. La particularité de ce dossier, c'est que le défunt était marié à une femme qui est décédée 5 mois auparavant. D'un point de vue généalogique, c'est une incidence, parce que selon l'ordre des décès, les héritiers ne sont pas du tout les mêmes. J'ai pas trouvé la voiture. D'accord. Donc elle a peut-être été vendue. Oui, ça j'ai vu, mais c'est pas bon. C'est pas bon, c'est du faux? Non, c'est du faux. Les colliers de perles, je te demande comment l'expertise. Il y a une garantie. Avec les dents. Dans la garantie, tu peux... C'est du plastique? Oui, avec les dents, tu fais ça tout de suite. Sympa. C'est très important pour moi de m'approprier l'environnement du défunt qui va révéler une partie de sa vie. Peut-être que je vais trouver des indices dans l'appartement qui vont me permettre d'avancer dans mes recherches. Lecteur CD, marque Sony. Décembre 2002, la photo. Ouais. C'est vrai que parfois ça peut être l'occasion de découvrir une succession de lettres qui peuvent révéler un enfant caché notamment. Je peux découvrir aussi dans les papiers des éléments d'état civil, un livret de famille, la lettre de proche avec une adresse qui pourra me permettre de me donner des éléments pour aller plus loin dans mes investigations. Bon, Christophe. Oui. J'ai trouvé les photos. D'accord. Donc on va peut-être retrouver d'ailleurs, il y a peut-être sa sœur qui est par là et qui est sa héritière, peut-être sa nièce quand elle était toute petite. Ouais. Donc tout ça, c'est des photos de chez lui. Hein. Il avait gardé des photos d'Italie. Je pense que c'est ça. Ok, d'accord. Ça a l'air très joli. Hein. Aucun indice concret qui pourrait mener Damien vers les héritiers de Saoro. On repart de l'appartement sans avoir retrouvé les héritiers. Et là, il faut se lancer dans les vraies recherches généalogiques qui passent par les archives. Là, c'est un autre travail. Bon, attention, hein. Pas de glissade intempestive. Un dossier d'héritage, c'est toute une histoire. La vie d'une famille est faite de bonheur, mais aussi d'accidents de parcours et parfois de douleurs. Ce n'est en tout cas jamais un long fleuve tranquille. À Lyon, cette histoire a touché particulièrement ceux qui s'y sont plongés. Mon point fort, c'est arriver à mettre tout le monde d'accord. Mon point faible, c'est d'être trop sentimental. Ce matin, je vais chez un notaire pour un nouveau dossier, un petit peu spécial. Bonjour madame. J'ai rendez-vous avec Maître Comte, s'il vous plaît. Je vous laisse patienter un instant. Oui, merci. Je m'appelle Paul Loriot, j'ai 38 ans. Ça fait 13 ans que je suis généalogiste successoral.
Je vais avoir besoin de vos services D'accord. dans le cadre d'une succession. Ma cliente, qui est la fille de mon défunt, m'a indiqué que de sa première union étaient nés 3 autres enfants. Donc voilà, moi j'avais besoin que vous puissiez retrouver ces 3 enfants. Donc en fait, notre défunt, il a eu un premier mariage avec 3 enfants Avec 3 enfants. que vous ne connaissez pas, et un second mariage où il y a une fille qui est votre cliente, une fille unique. Ok. Nelly, la cliente de la notaire, est la seule des 4 enfants de Francis à savoir que ce dernier est décédé. Les 3 autres, Daniel, Patrick et Michel, ont coupé les ponts avec leur père il y a bien longtemps. Je me dis tout de suite que ce qui va être très compliqué, c'est l'annonce auprès des frères et sœurs du décès de leur père. Super. Bon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai que ce sont des dossiers un peu sensibles pour moi. Il faut prendre énormément de précautions, essayer de bien amener les choses. Je me projette à ce moment-là en me disant comment j'aimerais avoir l'information. À Lyon, quelques jours plus tard. Benoît, j'ai tous les éléments, on peut faire le point ensemble? Oui, tout de suite. Paul est avec Benoît, son collaborateur. Ce dernier n'est pas au bout de ses peines dans cette affaire. Du défunt. D'accord. Le livret de famille, donc de la première union, où il y a bien les 3 enfants. On met en œuvre beaucoup de moyens pour faire nos recherches. On a des systèmes de base de données dans lesquels se retrouvent beaucoup d'informations. On va prendre les prénoms. Michel. Eh bien oui, voilà, bingo. Le premier objectif, c'est d'abord de les localiser, de vérifier que ce sont bien les bonnes personnes, qu'il n'y ait pas d'homonyme, d'avoir les numéros de téléphone. Et après, on appelle la sœur aînée, Michel. Allô? Oui, bonjour madame, monsieur Estival, généalogiste à Lyon. Je me permets de vous appeler à propos d'une affaire de succession. Alors je ne sais pas si vous voyez d'où est-ce que ça pourrait vous provenir. Sur Lyon, à part mon père qui y habitait, mais sinon, je ne sais pas. Oui, bah si, c'est effectivement pour la succession de votre père. Oui. Il est décédé récemment, je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas. Pas du tout, parce qu'on n'avait plus de contact, oui. Je vous passe mon collègue, monsieur Loriot, qui s'occupe de toute la partie juridique. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question un peu indiscrète? Oui. Pourquoi avez-vous perdu le lien avec votre père? Parce que lui, il ne demandait pas de nouvelles, il s'occupait pas. La dernière fois que je l'ai vu, doit y avoir... ma fille a 40 ans, il ne l'a pas connu, alors vous voyez... Donc ça fait 40 ans que vous n'avez pas vu votre père? Oui, 40 ans, même un petit peu plus. Les souvenirs que j'ai de mon père avec ma mère ne sont pas de bons souvenirs, loin de là. Je me souviens enfant des disputes, de tout ce qui se passe. Alors bon, il en est voulu et revoulu. Oui. Hein. Il n'a jamais passé un coup de téléphone. Pourquoi tu viens pas, ou est-ce que tu peux venir, ou enfin bon. Oui, je comprends. Vous savez, alors là, je suis vraiment prise de court. En plus. On sent qu'il y a eu une histoire familiale assez lourde. On sent qu'il y a un vrai rejet de la famille. Qu'elle le vit très mal et qu'elle se protège. Moi qui ai perdu mon père, je trouve que c'est un moment très bouleversant et donc j'aimerais qu'elle retrouve ses racines. Mais après, c'est ma vision, donc je ne peux pas lui imposer. Merci beaucoup, madame. Voilà, je vous en prie. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Benoît. De rien, merci à vous. À tout à l'heure. Tous les généalogistes ont leur métier qui déborde sur leur vie privée. Moi, mon point faible, c'est peut-être d'être trop dans l'histoire, d'avoir du mal à décrocher. C'est un défaut d'être un peu trop entier dans les dossiers. À Nove, au nord de Marseille, c'est aussi un jour important pour Pascal, Louis et la notaire qui les accompagne. C'est pas mal cette maison. Il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux.
elle est, je sais pas, elle est triste. Ah oui, oui, c'est sûr. On essaye? Oui. Allez. Après avoir annoncé à Louis qu'il héritait d'une cousine lointaine habitant à quelques kilomètres de chez lui, Pascal lui fait visiter pour la première fois la maison qui lui revient. Non, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre le... Oui, je vais prendre le téléphone, on va faire avec la... Ça sent... le renfermer. Hein. Alors venez, on va ouvrir les volets. Je ne pensais pas du tout à une maison en campagne comme ça. Je ne voyais pas ça. Quand on arrive, on ne sait pas ce qu'on va trouver dans la maison. Moi, la maison, je n'y suis jamais allé. Il y a de quoi inventorier. Hein. Quand on va débarrasser, tout va... Bien sûr. Et vous me dites, si vous voulez, on en prend un, on le met dans la voiture et ce soir, on est le port de Marseille. Cette personne, je ne l'ai pas connue. C'est parce qu'elle est décédée que je suis là. Elle fait partie de mes racines, de mon histoire. Et à dire qu'elle a fini ses jours à Aubagne, où j'habite, proche de chez moi. Si j'avais su que j'avais une cousine même très éloignée, je serais allé la voir, je serais présenté en disant on est parents. Voilà, c'est ça, c'est la vie, hein. C'est comme ça. C'est très troublant pour lui. Bienvenue dans un monde inconnu, quoi. Il débarque. Et il apprend. Ça, je vois pour une galette des rois. Ah oui. Voilà, couronne. Laquelle c'est? Et regardez, il y a d'autres photos, là. Le chat. Oui. Est-ce que c'est cette personne? Oh, c'est a priori... Je devais aimer les chats parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de photos de chats dans... Ouais. Oui, c'est sûrement celle-là. Oui, je pense. Je pense que c'est elle, ma cousine. J'ai vu qu'elle aimait aussi certainement la peinture. Moi aussi, j'aime bien la peinture. Et peut-être on a quelque chose en commun, même si on est très très éloignés. Et puis les chats, il s'avère que moi aussi j'aime les chats. Mais je me dis que cette personne, puisqu'elle était seule, elle aurait dû profiter de la vie plus que ça, dépenser son argent en voyage, ça fera plaisir au lieu de tout laisser à des héritiers qu'elle ne connaissait même pas. C'est bête, quoi. Hein? Dans la vie, beaucoup de gens font cette erreur. Ils en épargnent, on économise, on garde, et puis après, c'est fini. L'arbitre, il a décidé d'arrêter et c'est terminé. La notaire procède maintenant à l'inventaire. Une chaise 10 €, une lampe 15 €, une bibliothèque 200 €, dressing, un meuble de rangement 10 €, des étagères pour 5 €, dans le couloir un meuble 30 €, un lustre 5 €. Faire venir les Maüs, hein, tout devancer. Hein. Quand il va prendre le montant, la succession, il va être surpris, il va être perturbé. Parce que c'est quelqu'un qui vit très modestement. Et cette somme d'argent-là, je crois qu'il ne réalise pas. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas eu jusqu'à présent. Au gré des successions, les chasseurs d'héritiers remontent parfois de la petite à la grande histoire. Des dossiers qui renferment souvent des épisodes enfouis et beaucoup de non-dits. À Paris. Il y a une affaire nouvelle, tu verras. J'aimerais bien revoir ce dossier, que tu me l'amènes dans la journée, qu'on en parle. Au cœur du cabinet où travaille Philippe, directeur des recherches en généalogie. J'exerce ce métier depuis tout simplement 25 ans et j'ai pas vu le temps passer. Il y a des histoires humaines. Et au quotidien, c'est émouvant parce que, bien évidemment, on parle de personnes décédées et chaque famille a son secret à un degré plus ou moins élevé. Chaque feuille que nous tournons est un véritable roman, c'est certain. Aude est également généalogiste. Bonjour Philippe. Ben écoute, je vais bien et toi? Un nouveau dossier. Il faut qu'on en parle tous les deux. D'accord. C'est un cas un petit peu particulier comme beaucoup. Moi, je suis généalogiste régleur, juriste.
Mon quotidien est de représenter les héritiers une fois qu'ils ont été retrouvés. Je sors de chez le notaire. La fille de la défunte, Sigrid, est venue voir le notaire en disant mes parents sont décédés, je viens m'occuper de la succession. Je suis seule héritière. D'accord. Donc le notaire a pris les éléments, a discuté avec elle, mais vraisemblablement, le notaire a de grandes suspicions. Il se pourrait qu'il y ait un enfant naturel né d'une première union de la défunte. Donc il y aura probablement un enfant à rechercher. Donc le but pour nous, ça va être de vérifier qui est héritier, dans quelle proportion, et surtout s'il n'y a pas un enfant. Alors aujourd'hui, cette personne se dit fille unique, et donc le but pour nous, c'est de vérifier qu'elle dit bien la vérité et qu'il n'y a pas d'autres enfants naturels. Voilà, je pense que tu as tous les éléments et tu te plonges là-dedans. Voilà. Si Jacqueline a bien eu un autre enfant, sa fille devra partager son héritage. La succession est estimée à 50 000 €. Voilà, donc on a tout vu. Donc voilà, je te laisse le dossier et je te remercie beaucoup. Tiens-moi au courant dès que tu as une première piste, comme ça je pourrai prévenir le notaire. Parfait. Je te remercie beaucoup. Allez, très bonne journée Philippe, à bientôt. On part d'une histoire familiale qu'on suppose comme une enquête policière. On part un peu à l'aventure et finalement, nos faisceaux d'indices à nous sont un métier, un mariage, un remariage, un enfant naturel dans la famille. Hop, tout de suite, on peut mettre le mécanisme en route. Pendant des semaines, Philippe mobilise toute son équipe à la recherche de cet héritier caché. Quand enfin, il finit par mettre la main dessus. La suspicion du notaire était bien fondée. Jacqueline a bien eu un enfant 20 ans plus tôt. Cet enfant naturel est décédé et les recherches permettent de retrouver le petit-fils de la défunte aux Canaries. Le petit-fils de la défunte, c'est cet homme qui a coupé les ponts avec sa famille il y a 15 ans. Philippe va le rencontrer dans quelques jours. Sur ce dossier, il y a une zone d'ombre, visiblement, confiée par le notaire à Aude. Il y a une part cachée qui ne peut pas être dévoilée. À Lyon, Paul a avancé sur son dossier d'héritage entre demi-frères et sœurs qui ont coupé les ponts depuis des années et qu'il a retrouvé. Ce matin, il a rendez-vous avec l'aîné de la fratrie en Savoie. Il va tout faire pour que les deux sœurs se rencontrent, mais 40 ans plus tard, quelle sera leur réaction? Bonjour Benoît. Bonjour Paul. On va refaire un petit point avant qu'elle n'arrive. Michel, c'est l'aîné, Daniel, c'est la numéro 2. Et il nous reste Patrick. Michel m'a dit qu'elle devait peut-être chercher dans des vieux papiers, voir si elle trouvait un numéro de portable pour Patrick. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Madame, monsieur Bonjour. Estival. Installez-vous. Merci d'être venu. Alors donc, comme nous vous l'avions dit par téléphone, donc on vous a contacté, c'était concernant la succession de votre père. Donc, vous avez Francis, votre père, Oui. qui s'est marié avec Jacqueline et qui a eu Nelly. Et avec Nelly, vous n'êtes pas du tout en relation? Non, je l'ai. Vous l'avez connue quand même? Oui, je l'ai connue juste. Enfin, épisodiquement, hein, je l'ai connue. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? Je sais pas, ma fille vient d'avoir 41 ans, elle ne l'a pas reconnue, alors vous voyez. Donc ça fait plus de 41 ans que vous ne l'avez pas vue. Oui, D'accord. vous voyez, ça fait remonter trop de choses. Moi, j'ai rencontré donc Nelly. Oui. On est resté assez longtemps, on a beaucoup discuté. À la fin de la conversation, elle m'a quand même avoué que elle sait qu'il y a un secret de famille, il y a quelque chose qu'elle ne connaît pas et que votre père est parti avec, et qu'elle ne saura jamais pourquoi votre père ne vous a coupé le lien. Vous savez, moi les souvenirs que j'en ai, c'est pas des bons souvenirs. Elle m'avait dit qu'elle aimerait bien vous rencontrer pour peut-être effacer un peu le passé. Vous savez, je peut-être crois qu'une rencontre. Hein. Enfin, je sais pas, là, pour l'instant, c'est trop... Non, mais on vous laissera le temps de réfléchir. Trop bouleversant. Ouais. Honnêtement, je vais réfléchir, Vous savez, ça balance. D'un côté, vous vous dites « Ah bah oui, ça serait bien », et puis d'un autre côté, ça vous remue et... Je sais pas, je vais voir. C'est une histoire douloureuse comme beaucoup, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que ça fait du bien, mais ça fait du mal. Mon père, je ce regret-là, qu'on n'ait pas réussi à se voir avant, oui, parce que, bon, je serais venu le voir. Hein. Et je pense que ça l'aurait apaisé lui aussi. Bon, ça s'est pas fait.
On réécrit pas l'histoire, hein. Elle est comme ça, elle est comme ça. Merci madame, à très bientôt. Je vous en prie, merci. Pendant plus de 40 ans, elle n'a pas vu Nelly. C'est peut-être pas trop tard. Je peux intervenir et l'aider à essayer de rencontrer sa sœur. À force de recherche, les chasseurs d'héritiers finissent tôt ou tard par retrouver l'héritier manquant. Et les ramifications de l'arbre généalogique peuvent se propager bien au-delà des frontières. Damien est tout près de retrouver les héritiers de Saoro, l'homme qui vivait à Angers et qui est décédé il y a quelques mois. On se rend compte au travers des premiers documents d'état civil que notre défunt était né en Italie. Comme les premières recherches en France me permettent d'établir qu'il n'y avait pas d'enfant, je vais me dire que les héritiers sont très probablement là-bas. Et en tout cas, il faut que je consulte l'état civil pour découvrir si notre défunt avait des frères et des sœurs. À Gênes, Damien se fait épauler par Eleonora et Nadia, toutes deux généalogistes comme lui. Ils ont rendez-vous à la mairie. Bonjour, asseyez-vous. Ils doivent d'abord vérifier que Saoro est bien né dans la commune de Gênes. Nous cherchons l'acte de naissance d'une personne née en 1931. On va voir si on le trouve facilement. Voilà, c'était l'acte. Voilà. Ok, ça c'est l'acte. C'est lui. Del Kika Sauro. Alors, Sauro, qui est né le 10 avril du 1931. Voilà, il a été déclaré la naissance par son père. Ok, si, grazie mille. Grazie mille. En retrouvant l'acte de naissance de Saoro, les généalogistes mettent la main sur ses ascendants. Ils vont donc pouvoir remonter dans l'histoire de la famille. Avec un état de famille, peut-être qu'on peut avoir la chance de trouver des frères et sœurs. J'espère qu'on va avoir de la chance. Ben oui, j'ai un bon sentiment là. Leur enquête se poursuit dans un autre service de la mairie. Buongiorno. Il s'appelle Sauro del Kika et il est né en 1931. Si, alors on a demandé à l'état de famille du défunt et peut-être on a de la chance qu'il est en train de trouver une sœur. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui s'appelle Del Kika. Del Kika, c'est pas un nom si commun. Oui, et peut-être, je demandais avec la paternité, maternité, peut-être qu'il trouve une sœur. Qui sera encore vivante aujourd'hui? Qui peut être encore en vie, oui. On va voir maintenant de ce qu'il trouve. Oui, ça pourrait être la sœur de cette personne. Oui, oui, il y a une sœur qui est en vie et voilà. Ah ben c'est super. Elle est sur la région? Oui, oui, oui. On découvre que notre défunt avait 2 sœurs. Et très rapidement, on découvre également que l'une des 2 sœurs est décédée et que cette sœur décédée, on voit qu'elle a eu une fille. Ah oui, bah, elle habite pas loin de Sarzana, à Arcola. Arcola. Oui, Arcola, c'est pas trop loin d'ici. Combien de temps? Une heure. Voilà. La première étape, c'est la découverte d'héritiers, parce qu'on n'est jamais sûr qu'il y ait des héritiers. Il y a des successions sans héritier. Donc quand on a mis la main sur un héritier, le premier héritier vivant, on sait que c'est un dossier qui a une chance d'aboutir. Donc ça, pour nous, c'est important. Pendant que Damien poursuit ses recherches en Italie, celles de Philippe l'amènent à Tenerife, en Espagne, où il poursuit sa route sur les traces de l'héritier caché de Jacqueline. Il rejoint son collègue Victorio, qui a retrouvé et rencontré l'héritier. Bon, on va parler un peu du dossier alors. Pour Philippe, il y a une première zone d'ombre à éclaircir. Qui est cet homme avec qui Jacqueline a eu un enfant en 1941 ? J'aimerais bien qu'on parle un peu de cette famille. C'est une famille vraiment atypique. Qu'est-ce que tu as trouvé sur eux? C'est une famille qui a vécu une histoire traumatisante.
La femme aurait eu un enfant avec un soldat allemand, comme beaucoup d'enfants en France à cette époque. Cela a fortement marqué la famille. Cet enfant a donc eu une enfance très compliquée durant la guerre. Sa mère l'aurait abandonné. Finalement, la bonne chose, c'est qu'il s'est marié et a eu un enfant qui est notre héritier. On est maintenant assez impatient d'en savoir un peu plus pour le questionner sur la composition familiale et sur notre curiosité naturelle, en savoir un peu plus sur la famille, tout simplement. Nous sommes dans une période troublée, 41. Au début des années 40, la France est occupée par l'Allemagne. Les soldats allemands se mêlent à la population. Au moins 100 000 enfants seraient nés de ces unions entre Françaises et soldats allemands. Le grand-père de l'héritier serait donc l'un d'entre eux. Tu penses qu'il a peur de parler de sa vie et de sa famille? C'est quand même un passé difficile et compliqué. Peut-être que cela va remuer le couteau dans la plaie. Ça ne sera pas facile pour lui. Les deux généalogistes ont rendez-vous avec le mystérieux Gunther sur son lieu de travail. On ne connaît pas du tout sa réaction, il peut très bien nous claquer la porte au nez ou nous accueillir de façon sympathique. Donc là, il y a toujours une sorte d'appréhension. Voilà. On ne sait pas à quel personnage on a affaire. C'est où? C'est là? C'est là. Ah, c'est ce monsieur-là? Gunther, bonjour. Comment ça va? Bien, bien, bien. Hola. Voilà, bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Chico de Paris. Notre ami Victorio est à Barcelone, moi à Paris. Celui-là, je connais. Voilà. À vous, non? On va parler un peu plus de la famille. J'ai quelques questions à vous poser. D'accord? Oui, ça va. Ben, merci. On peut rentrer? Si. S'il vous plaît, monsieur. Bon. Ben, c'est parfait. Voilà. On vient. Donc vous révélez l'origine de la succession. Donc il s'agit du décès de votre grand-mère. Oui. Vous l'avez déjà rencontré, votre grand-mère? Quand j'étais tout petit, quand j'avais, je sais pas, 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Vous l'avez vue une fois, deux fois? Deux fois, je pense. Ma grand-mère, de ma famille en France, non, moi je sais rien, rien. Je savais seulement, je suis moitié français, j'ai la famille, mon papa était de Mantes-la-Jolie, les Yvelines, et tout, mais pas plus, pas plus. Je sais même pas où c'est. Je sais que c'est pas si loin de Paris, mais je sais pas, donc je m'en fous. Donc par cette procuration, on va donc maintenant nous clore le dossier. Je lui explique qu'il hérite de sa grand-mère, et là je me rends compte que la réaction est assez curieuse. Il est assez froid finalement, très distant vis-à-vis de la famille. Pour lui, c'est rien, quoi. Pouvoir poursuivre un peu plus. Voilà. Je sais que dans un premier temps... C'est plein de zones d'ombre, de tabous dans la famille, visiblement. En questionnant Gunther, finalement, c'est la seule personne qui pourrait me donner la clé sur ce petit film qu'on a pu échafauder. Il reste quelque chose pour nous avec un point d'interrogation. Pour moi aussi. Ben ouais, son père, le père de votre père, votre grand-père. Albert. Mon père c'était un enfant de la guerre, comme il y en a beaucoup. Oui, non? il est né en 41, oui. Donc avec d'une française et un allemand. Votre grand-père était allemand? Ah oui. D'accord. Qu'est-ce que vous a dit votre père? Il le savait. Il savait? Qui c'était? Oui. Ma grand-mère a fait des fautes. Mon père, c'était un enfant de la guerre. Quelqu'un qui ne connaît pas son papa. Ça, je savais, oui, ça, je savais. Mon grand-père, c'était un nazi. Ces gens-là, allez, pas de commentaires. Vous voulez l'acte de naissance de votre père? Oui. Voilà, je vous le donne. Merci. Et vous voulez l'acte de décès aussi? Oui. Tenez. Merci. J'imagine que c'est un peu émouvant quand même pour vous, là, c'est certain. Oui. Ce Gunther me touche parce que cette carapace qu'il a est friable. On se rend compte qu'elle est vraiment friable. Le costaud qui a la larme à l'œil lorsqu'on parle de famille, c'est un petit peu bouleversant. Ma vie, c'était une supplice totale. Donc,
J'ai pris ma valise, je suis parti. Maintenant, je vis ma vie. Voilà. De votre famille, maintenant, vous n'êtes plus que deux. C'est-à-dire vous et votre tante. Oui. Je sais rien de cette femme-là. Et ça vous manque? Non, pas du tout. Votre vie est ailleurs maintenant? Je m'en fous. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Non, pas du tout. Mais moi, je suis pas beaucoup de famille. Il est certain que lorsqu'on a des déchirures familiales aussi fortes, notre vœu le plus cher, c'est de pouvoir ressouder les familles. J'aurais bien voulu que Gunther rencontre sa tante et que les deux derniers membres de la famille se rencontrent. Et finalement, chacun va rester avec sa vérité, son secret de famille, son secret d'histoire, au pluriel. Chacun aura son histoire, donc voilà, c'est un peu dommage. La majeure partie de la succession de sa grand-mère Jacqueline reviendra à sa tante. Gunther, lui, touchera 15 000 €. Les secrets de famille sont souvent source de questions et d'incompréhension. Et ils sont lourds à porter pour ceux qui en héritent. Je me permets de vous appeler pour la succession de votre père. Oui. On est arrivé jusqu'à vous, jusqu'à votre sœur Danielle, jusqu'à votre frère Patrick. À Lyon, la succession du défunt Francis avance. Les demi-sœurs que Paul et son équipe ont vues séparément ont finalement accepté de se rencontrer. J'espère que ça va bien se passer, qu'il ne va pas y avoir de bagarres ou d'insultes. Il y a quelques semaines, les deux, lorsque je leur ai proposé de se rencontrer, elles m'ont dit non. Un non vraiment catégorique. Donc c'est un peu pour moi une victoire de les réunir. Michel va revoir sa sœur Nelly dans quelques minutes, après 40 ans de séparation. J'ai les souvenirs d'elle toute petite, quand elle est née. Je me souviens très bien de lui avoir donné le biberon, parce qu'on a beaucoup d'écart. Je suis allée 2-3 fois chez eux, voir mon père, et de l'emmener, il acheter une paire de chaussures. Je me souviens très bien de ça. C'était même pas une demi-sœur, c'était notre sœur, enfin... À ma sœur Danielle, pareil. Hein. Puis après, bon, l'histoire s'est arrêtée comme ça. Hein. J'ai 72 ans. J'avais 22 ans. Oui. 40 ans, c'est long. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. J'étais pas très chaude, mais je me disais, bon, si elle est bien, entre guillemets, c'est bon, ça part. S'il y a le moindre truc qui va pas, bon, on arrête là et puis c'est tout. Sa sœur Nelly attend déjà dans le bureau de Paul. Au départ, c'est vrai que je m'étais un petit peu bloquée. Papa venait de mourir, j'étais très peinée et c'était sorti du cœur. J'avais dit, moi, je veux pas, je peux pas les voir. Je pourrais pas les voir. Après, je me suis ravisée en disant, bon, si l'une ou l'autre, voire les deux, veulent me rencontrer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je savais qu'elle allait arriver et je me suis dit, bon, comment elle va être comment elle va être vis-à-vis de moi, quelle va être son attitude, est-ce que je vais avoir l'impression qu'elle est contente ou est-ce qu'elle va être distante ou... C'est vrai que je me suis posé plein de questions. Hello. Bonjour. Je me présente pas, je suis ta petite sœur. Oui, la toute petite petite. sœur. Oui. La toute petite. Tu ressembles à ta maman, hein? Il paraît. Oh là là, oui. Il paraît. Oui. En vieillissant, ce qui n'était pas le cas petite. Ah oui, ouais. oui. Ouais, c'est bien, ça me fait plaisir drôle, que tu te souviennes d'elle aussi. Ah oui. Ça fait drôle, là. Ça fait drôle. Oh, il n'y a jamais que 50 ans. Oui, moi je disais 40. Non, 50. Oui, j'ai 72 ans. 50, puisque je me souviens la dernière fois que je t'ai vue. C'était à Valence. C'était à Valence. Où nous oui, venions ça je me souviens. Donc ça devait être 69, je pense. 68 ou 69. Ah ouais, alors voilà. Et moi je croyais que ça faisait 40 ans. 50 ans. Quand je dis 50, et voilà. Je ne l'ai pas vue pendant 50 ans. Enfin, oui. Et puis... Je n'ai pas vraiment l'impression. Voilà. Ça fait vraiment drôle. Ça s'est très bien passé, mais naturellement, je pense. Je pense que pas plus elle que moi. On s'est dit, il faut être comme ça, faut faire comme ça, faut dire ça. Non, il n'y a plus d'intérêt si on fait ça.
Jusqu'à 85 ans, il était quand même en bonne forme pour un monsieur de cet âge-là. Vous avez des photos un peu ou une pas? force de la nature. J'en ai trouvé une. Elle doit avoir, on va dire, peut-être 9 ans. Moi, tu vas le reconnaître, hein, il n'avait pas beaucoup changé. Oui, si, je le reconnais, mais quand même, les cheveux tout blancs. Et là, donc... oui, voilà. oui, bien sûr, les cheveux blancs. Mais enfin, si, à force de le regarder, son sourire. Tu me la laisses? Si tu veux, bien sûr. Je suis contente. Quand je la vois, ça redevient la petite sœur. Plus que ce que je m'attendais. Me connaissant, je me disais, bon, allez, c'est bon. On va se blinder un peu. Déjà, j'imaginais pas. C'était pas écrit. Hein. Donc, loin de moi l'idée qu'on allait se revoir un jour. Mais bon, c'est là où le fait de vieillir un peu, c'est bien. Parce que, enfin, on a quand même le même papa, quoi. Quelque part. Alors que je pensais que j'allais devoir beaucoup parler pour créer le lien entre elles, parce que en 40 ans, il s'est passé tellement de choses que ce sont des inconnus. En fait, pas du tout. C'est tout l'inverse de ce que je pensais. Je me souviens, j'étais jeune parce que j'étais pas... Nelly et Michel se racontent 40 ans de vie. Je les écoute et je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce qui se passe. Les premières années où je vous ai plus vu, j'ai posé des questions, j'ai dit mais comment ça se fait? J'ai jamais eu de réponse. Je pensais toutes ces dernières semaines, peut-être que en rencontrant Michel, je vais apprendre quelque chose ou des choses importantes ou graves qui se sont peut-être passées, puisque moi j'ai zéro information. Qui vont m'aider, moi, à comprendre. On a été placés de nourrice en pension. Vous vous êtes senti un peu abandonné? Je peux même... Quand j'étais petite, oui. Ouais. J'étais très malheureuse, petite. Ah oui, oui. Ce que je peux regretter pour Michel, c'est qu'elle n'ait pas eu le papa que j'ai eu moi. Voilà. Si je peux lui dire quelque chose, c'est ça. Oui, oui. Bon. Bah oui. Bon, il a 60... Dans un moment comme ça, je me dis que mon métier, ce n'est pas que annoncer un décès et un héritage et faire un chèque aux héritiers que je retrouve, c'est aussi réunir des familles. Quelques jours plus tard, les deux demi-sœurs ont décidé de se retrouver. Coucou, t'es la première. Mais oui. Bonjour ma poule. Comment ça va? Eh ben écoute, mieux que le temps, hein. Ouais. Alors je vais te montrer, je crois que la plus vieille et la plus... c'est celle-là. Ah oui, attends, bah dis donc, effectivement. Tu t'en rappelles quand même, parce que t'étais quand même grande déjà. Je me souviens bien que j'étais ta marraine, hein, ça, il n'y a pas de... Eh ben dis donc, oui. Tu te rends compte, ça nous rajeunit pas, hein. Moi j'en ai, mais toi, là tu te reconnaîtras pas. Ah oui, c'est fou, hein. Oh. Celle-ci, elle vaut le coup, hein. Ouais. Quel âge tu devais avoir, là? 6-7 ans, hein. Là, je devais avoir 3 ans, tu vois. Ce qui m'époustoufle, c'est quand je te regarde, je revois papa. Ah oui? Je suis très contente. J'ai l'impression que je l'appelle demain, lui dire bon bah attends, on va là et tout ça. Ben, comme si on l'avait toujours fait, quoi. Ça paraît bête, mais ça me fait comme ça. J'ai envie de mieux la connaître et puis de partager des moments avec elle. J'espère que ça se fera. J'espère que l'envie sera réciproque et qu'on aura l'occasion de le faire. Ça peut quand même être sympa. À Angers, Damien aussi a bouclé son enquête au sujet de l'appartement de Saoro, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville. Il a retrouvé la trace de sa famille à Gênes, en Italie. Avec Eleonora, sa traductrice, il a rendez-vous avec ses héritières dans un restaurant du centre-ville. Rencontrer un héritier, c'est toujours une aventure. Chaque personne est différente. C'est toujours la surprise. La sœur et la nièce de Saoro sont venues en famille. C'est mon collègue français qui s'est occupé de la succession. Elle, c'est Madame Roberta Ceccarelli et Madame Mirella Del Chicca. Oui. Voilà. Donc, ce sont les deux héritières de Monsieur Sauro Del Chicca. J'ai essayé de le joindre au téléphone.
mais personne ne répondait. Ma quest'anno? Parce qu'il s'appelait quand même très souvent. Parce qu'à la fin, il était malade. Era malato. Il n'avait plus tous ses esprits. Mais on ne savait rien et je me suis dit, il doit être mort. Ça faisait très longtemps qu'il était parti en France, votre frère? J'avais 21 ans à l'époque. 21 ans. Et qu'est-ce qui lui avait donné envie de partir? Mon père voulait qu'il aille travailler au chemin de fer italien. Alors son père, le père, il voulait qu'il rentre dans le SNCF italien. Il ne voulait pas. Mais lui, il ne voulait pas, donc il est parti. Dans cet échange, ce qui était assez formidable, c'est qu'on avait une curiosité mutuelle. Moi, je suis là pour découvrir un petit peu quel a été le parcours de mon défunt pour arriver en France, en espérant qu'eux aient une explication. Et puis, eux étaient là pour que je leur raconte comment avait terminé mon défunt, leur frère et oncle en France, parce qu'ils avaient très peu d'éléments sur le sujet. Mirella et Roberta n'avaient pas vu Saoro depuis des années et ne savaient pas où et dans quelles conditions il vivait. Voilà, je vous ai pris des photos. Ça, c'est l'intérieur de la maison. Ça, c'est le petit jardin derrière. Il y a un petit jardin. Il a toujours voulu avoir un jardin. Ça, c'est des photos Oh là là. que j'ai retrouvées. Les photos de la carte qu'il a trouvées. Que j'ai trouvées dans la maison. Je me suis dit, ça me coupait la tête. Parce qu'il y a des vieilles photos. Je vous laisse regarder parce que moi, je ne connais pas les gens qui sont dessus. Sur celle-ci, c'est Valentina. C'est incroyable. Ici, regarde, c'est Cinzia. Ça, c'est elle. Qu'elle est belle. Et quelle est belle cette photo. Regardez comme nous étions jeunes, tellement jeunes. C'est vous, madame? Questa è lei? Sì. Il faut pas que je pleure. Non, il faut pas, c'est beaucoup d'émotions. J'ai trouvé. Je vous ai ramené des bijoux aussi que j'ai trouvés. Grazie. C'est à vous que ça revient. Enfin, ce sera plutôt que de Tu les vas vendre. pas les... Dato che sono i vostri. Il dit que c'est pour vous, que c'est mieux de ne pas les vendre. Non, il faut pas les vendre. Ça lui fait quand même très bizarre de voir tout ça. C'est trop fort. Le fait de lui avoir ramené des photos, j'ai vu que ça l'avait beaucoup touché. Ça m'a fait plaisir, parce que pour moi, c'est un peu la richesse de mon métier. On ne ressort jamais indifférent d'un rendez-vous avec des héritiers, parce qu'il y a une belle histoire derrière, ou en tout cas une histoire touchante. Mirella et sa nièce n'hériteront pas seulement de quelques photos et de bijoux. On a l'appartement, je pense que ça vaut autour de 60 000 70 000 euros. Tra i 60 e 70 000 euro. Un appartement, mais aussi plusieurs comptes en banque. Les économies de toute une vie. J'ai compté à peu près, si on vend normalement l'appartement, vous devriez avoir 45 000 euros net à revenir dans leur poche. Chacun 45. Au moins 45 000 euros. Peu importe l'héritage. J'aurais préféré ne rien avoir. C'est un cadeau. La vie te réserve parfois ce genre de choses, même si c'est dans la douleur. Il y a un peu de culpabilité vis-à-vis d'une personne qui te donne quelque chose que tu n'as pas mérité. Ce qui m'a beaucoup touché dans ce dossier, c'est que malgré le temps qui avait passé, presque 50 ans, l'héritière était extrêmement touchée par le fait qu'on aille lui parler de son grand frère. Merci. Ah, il demande un bisou. Stammi bene. À Nove, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, vous connaissez un petit peu non, vous voyez, c'est là où elle est originaire. C'est le Ventoux, là-bas, au fond. Voilà, là au fond, vous avez le Ventoux. Le dossier de Pascal touche lui aussi à sa fin. Il va pouvoir révéler à Louis le montant de la succession de Michel, sa cousine au 6e degré. Alors, vous voulez voir, on va regarder un petit peu ensemble, on va faire un petit peu le point sur le dossier, parce qu'en fait, maintenant, j'en sais un petit peu plus. Elle avait quand même, la cousine, pas mal de liquidités, puisqu'on est à peu près à 200 000 euros en liquidité. D'accord. À ça, il va falloir qu'on ajoute la maison. Oui. On sera aux alentours de 250 000 euros aussi, donc on est déjà à 450 000. Et la dernière inconnue, c'est les appartements sur Marseille. Donc, en gros, je pense qu'on arrive à un actif qui va être aux alentours de 600 000 euros. Une fois les droits de succession,
et la commission de Pascal déduit, il restera 160 000 € à partager entre Louis et sa sœur. Je pense que vous devriez recevoir aux alentours de 80 000 €, qui est une somme. Je n'arrive pas à réaliser. Pour moi, c'est un chiffre... même si j'avais épargné toute ma vie, je n'aurais pas eu une telle somme de côté. J'ai une petite retraite, c'est certain que pour moi, c'est une somme très, très importante. J'avais un rêve que je n'ai jamais pu réaliser par manque de moyens, c'était aller voir les vestiges en archéologie de l'Amérique du Sud. Mais bon, peut-être que je me ferai ce plaisir. Voilà. Vous savez où elle est, la tombe? Tout au fond. Tout à fait au fond. C'est beaucoup plus qu'un héritage qu'on transmet. C'est une histoire, c'est une famille. C'est beaucoup plus qu'une histoire d'argent. Beaucoup plus que ça. C'est des émotions. Voilà. Et nous, on est des passeurs d'émotions. Voilà. Et c'est pour moi une belle définition du métier de généalogiste. Ça fait bizarre de venir sur sa tombe maintenant. Ben oui, c'est une parente pour moi. Eh oui, c'est votre cousine. Eh oui, c'est une cousine. Est-ce que sur l'héritage, on ne peut pas y faire marquer son nom? Ah, bien sûr qu'on peut. Qu'ils écrivent dessous son mari, sa date de naissance et son décès. Exactement. Voilà. Ce sera fait dès demain, je vais prendre contact. On vient avant tout en tant qu'homme, femme, en tant que père ou mère, en tant qu'époux. Et puis on repart. Et dans notre bagage personnel, c'est une petite histoire en plus qu'on met et ça construit, le généalogiste construit l'homme qu'on est et inversement aussi. En matière de succession, il arrive souvent que les héritiers eux-mêmes ne croient pas les chasseurs qui les ont retrouvés. C'est le cas de Maximiliano, débusqué en Italie après des mois d'enquête. Je ne croyais pas. Je pensais que c'était une farce. C'est aussi le cas pour une succession à Marseille, où un testament apparaît mystérieusement. Si ce testament est valable, à ce moment-là, les héritiers que j'ai retrouvés n'ont plus de droits, ne sont plus héritiers. Enfin, pour Nadine et Michel, les enfants de Rolande, c'est une toute autre histoire. Ils sont frères et sœurs, et si Damien ne les avait pas retrouvés, ils ne se seraient jamais rencontrés. On a tout le temps qu'il faut. D'accord. Rendez-vous dans le prochain épisode de Chasseurs d'héritiers.